Ils venaient de voir des hommes mourir, et ils applaudissaient. Dans les gradins du Colisée, 50 000 Romains retenaient leur souffle, non pour une victoire militaire, mais pour le craquement des os, le sang sur le sable, les cris de fureur ou de supplication. Des sénateurs respectés, des femmes élégantes, des enfants curieux, tous réunis pour voir un glaive trancher la chair d'un gladiateur. Pourquoi un peuple aussi raffiné dans l'art, la politique et l'architecture trouvait-il un tel plaisir dans cette violence codifiée? Ce n'était pas du divertissement, c'était une guerre miniature, une mise en scène du pouvoir, un reflet brutal de leur empire. Et ce que le Colisée cachait était bien plus stratégique qu'on ne l'imagine. Il n'avait jamais connu la paix comme un État stable. Pour un Romain, la guerre n'était pas une exception, mais une respiration du monde. Depuis l'enfance, le citoyen romain voyait des étendards revenir couverts de sang, des processions de prisonniers, des arcs de triomphe érigés pour célébrer la domination sur d'autres peuples. L'honneur n'existait que par la conquête. La vertu se mesurait au courage face au glaive. Et dans cette culture imprégnée de violence noble, le Colisée apparaissait comme la continuité logique de la bataille, une scène taillée dans la pierre pour canaliser les instincts martiaux d'une civilisation qui refusait le silence. Car Rome ne pouvait rester muette, elle devait rugir, même lorsque ses légions étaient au repos. Et c'est là que le Colisée prenait sa place. Non pas comme un lieu de simple divertissement, mais comme une fabrique quotidienne de guerre domestiquée. Dans les gradins, le peuple entier devenait témoin de la mise en scène de sa propre identité. Chaque cri du public, chaque geste du pouce, chaque goutte de sang versée sur l'arène entretenait une mémoire collective gravée dans les muscles et les nerfs d'un empire tout entier. Le citoyen libre, l'esclave, le sénateur et le marchand se retrouvaient dans un même espace pour voir rejouer les valeurs qui faisaient d'eux des Romains. Discipline, sacrifice, puissance, gloire. Et surtout, la mort, lorsqu'elle est bien orchestrée, devient un art. Les empereurs l'avaient compris mieux que quiconque. Offrir un combat, c'était réaffirmer leur pouvoir divin. L'arène devenait l'extension du champ de bataille, mais cette fois sans l'incertitude des campagnes militaires. Ici, tout était sous contrôle. L'empereur, assis dans sa loge impériale, pouvait décider d'un regard si un homme vivait ou mourait. Et ce geste, à lui seul, valait plus que tous les discours du Sénat. Il rappelait que l'ordre impérial tenait non par la philosophie, mais par l'épée. Le Colisée était donc une machine politique, une cathédrale du pouvoir martial, où l'on sacralisait la force par le spectacle. C'est ainsi que l'on formait les générations à venir, non pas par la poésie ou le débat, mais par le bruit sourd des os qui se brisent. Rome enseignait que le monde est une arène, que pour survivre, il faut combattre. Et ceux qui regardaient, bien installés sur les gradins de pierre, ne voyaient pas seulement un duel. Ils assistaient à une répétition de l'histoire, une liturgie de la conquête, un rappel permanent que la paix n'est que le repos temporaire entre deux guerres. Car dans l'esprit romain, l'ennemi est toujours là, quelque part, prêt à surgir. Et quand il surgira, il faudra frapper sans pitié. C'est ce que les jeux enseignaient. C'est pourquoi même les enfants y assistaient. Pour que leur esprit, comme leurs ancêtres, soit forgé non dans la douceur, mais dans la poussière, la sueur et le sang. Rien n'était spontané. Ce qui paraissait brutal et sauvage, au cœur du Colisée, obéissait en réalité à une logique implacable, celle du spectacle contrôlé. Les foules criaient, les gladiateurs tombaient, mais chaque scène, chaque mouvement, chaque cri presque, avait été prévu, sélectionné, parfois même répété. Les Lanistae, ces maîtres d'arène, étaient bien plus que de simples entraîneurs. Ils étaient les architectes invisibles d'un théâtre de sang, les dramaturges d'un empire qui savait que pour régner, il fallait distraire, canaliser, séduire. Ils choisissaient les profils comme on distribue des rôles. Le rhétière contre le sécutor,
Le barbare tatoué contre le vétéran discipliné, le traître contre le fidèle, l'étranger contre le romain. Et ces oppositions ne devaient rien au hasard. Derrière le fracas des armes se cachait une narration politique subtile. Chaque combat racontait une histoire, un mythe, une morale. Ce n'était pas un duel, c'était une leçon. Et la foule, sans le savoir, devenait l'élève d'un pouvoir qui savait se déguiser en divertissement. Car à Rome, manipuler la perception était un art aussi ancien que la guerre. Les empereurs l'avaient compris. Quand le peuple doute, donne-lui une bête à dévorer. Quand la colère monte, verse le sang d'un condamné. Quand l'opinion vacille, offre-lui un combat spectaculaire où le mal est vaincu avec éclat. Des combats truqués, bien sûr, des condamnations sur mesure. Évidemment, certains gladiateurs étaient épargnés, car trop populaires pour mourir. D'autres, en revanche, étaient sacrifiés sans pitié, non pour leur faute, mais pour ce qu'ils représentaient. Un gouverneur contestataire, un groupe de chrétiens trop visibles, un esclave trop fier. Le Colisée devenait ainsi l'extension de la justice impériale, mais une justice habillée de spectacle. Et dans ce décor de marbre et de sable, les foules se défoulaient. Elles hurlaient, elles riaient, elles oubliaient. Le pouvoir savait que la haine, la peur, le besoin de sang étaient des pulsions collectives qu'il fallait maîtriser ou risquer qu'elles se retournent contre lui. Alors, on dosait. On dosait le sang comme un antidote à la révolte. On réglait l'horreur comme une horloge sociale. Rome n'avait pas besoin de censurer. Elle avait mieux. Elle avait les jeux. Et pendant qu'on regardait l'arène, on ne regardait pas l'Empire vaciller. Ce n'était pas de la distraction. C'était une guerre psychologique permanente, où l'arène devenait un miroir dans lequel le peuple voyait ses ennemis, ses héros, ses peurs, et en sortait vidé, rassuré, anesthésié. On appelait cela ludus, le jeu. Mais c'était une machine, froide, implacable, redoutablement efficace. Il portait des armures brillantes, des casques ornés, et avançait non pas comme des bêtes sauvages, mais comme des légionnaires en ordre. Sous les acclamations de la foule, il glissait sur le sable humide de l'arène. Mais ce que les spectateurs voyaient comme une chorégraphie spectaculaire n'était en réalité qu'un exercice militaire camouflé. Car l'arène ne servait pas qu'à distraire, elle servait à simuler. Et dans la Rome impériale, où chaque mouvement du pouvoir devait se faire avec prudence, on ne testait plus les armées sur les champs de bataille. On les observait dans l'ombre du Colisée. L'exemple le plus impressionnant reste celui de la naumachia organisée par Trajan. 3000 hommes sur des galères miniatures, dans une arène inondée à dessein, rejouant une bataille navale grandeur nature. Ces hommes, pour la plupart, n'étaient pas des esclaves anonymes. Beaucoup étaient d'anciens soldats de marine, des vétérans ou même des unités nouvellement formées. Rome leur offrait une chance de réintégration, à condition de servir d'expérimentation. Ce que les historiens modernes peinent à comprendre, c'est que ces spectacles étaient aussi des manœuvres militaires déguisées. On y testait les formations de combat, l'endurance de certaines cohortes, la coordination entre types d'unités. Dans les coulisses de l'arène, certains scribes notaient les comportements, les réflexes, les faiblesses. C'était un laboratoire stratégique. Et lorsque l'empereur assistait au spectacle, son regard ne se contentait pas du sang versé. Il évaluait, il jaugeait. Un gladiateur qui se repliait avec discipline, qui gardait sa ligne, qui ne rompait pas malgré les coups, pouvait parfois être réaffecté aux armées ou intégré à la garde prétorienne. Les combats les plus techniques n'étaient pas improvisés. On leur attribuait des schémas, prise de flanc, rupture de phalange, encerclement tactique. Certains affrontements simulaient des invasions germaniques, d'autres des révoltes africaines. Et les meilleurs stratèges de Rome les observaient, car l'Empire, en expansion constante,
avait besoin d'unités adaptables, violentes, disciplinées. Et quelle meilleure sélection que celle du Colisée, là où les plus faibles mouraient et où les plus forts apprenaient à survivre sous les yeux d'une foule en transe. En vérité, certains empereurs, comme Domitien ou Hadrien, utilisèrent ces spectacles pour tester la résistance morale des hommes. On leur donnait des ordres en pleine arène. On analysait leur obéissance, leur coordination. Et si l'un d'eux désobéissait, la sentence était immédiate. La rumeur parle même de gladiateurs ayant été réaffectés à des missions secrètes, formées à l'intérieur même de l'arène, au vu et au su de tous, mais sans que personne ne comprenne l'enjeu. Car Rome savait dissimuler la guerre dans le divertissement. L'arène devenait un trompe-l'œil tactique. Et tandis que le peuple se passionnait pour les héros de sable, le pouvoir, lui, préparait ses futures victoires. Le sable du Colisée n'était plus beige, il était rouge. Rouge comme la mémoire d'un empire qui saignait sans l'admettre. Rouge comme la façade repeinte chaque matin pour cacher les fissures. Car à mesure que Rome s'étendait, elle se vidait. Vidée de sens, d'idéal, de foi. Les routes étaient encore solides, les aqueducs transportaient toujours l'eau, mais quelque chose de plus profond s'effritait, l'âme. Et pour compenser ce vide qui grandissait, il fallait remplir. Remplir les arènes, remplir les journées, remplir les regards de violence pour éviter qu'ils ne se tournent vers les ruines morales du pouvoir. Les jeux n'étaient plus une célébration de la force romaine. Ils étaient un cri silencieux, un besoin vital de croire, encore, que Rome dominait quelque chose, même si ce n'était plus que la bête qu'on égorgeait pour distraire le peuple. On fit venir des panthères d'Éthiopie, des éléphants d'Asie, des girafes, des rhinocéros, tout ce que l'Empire pouvait exhiber de rare, d'exotique, de prestigieux, pour mieux le détruire sous les hurlements d'une foule insatiable. On transformait la beauté du monde en sacrifice public. Et plus la crise grondait dans les provinces, famine, trahison, pillage, plus les jeux devenaient grotesques. Le peuple riait devant des combats entre nains et autruches, applaudissait des mises à mort de criminels déguisés en dieux, tremblait de plaisir devant la simulation d'un enfant dévoré par des chiens. Tout cela n'était pas du sadisme, mais un symptôme, celui d'un peuple abruti par la peur, noyé dans l'oubli, cherchant dans la monstruosité une preuve qu'il était encore vivant. L'empereur, lui, regardait sans ciller. Il savait, chaque fête, chaque bain de sang, chaque panème et circense qu'il offrait n'était pas une générosité, mais un camouflage. L'Empire était en crise et le Colisée en était le miroir. Plus l'édifice brillait, plus le pouvoir tremblait, plus la foule criait, plus l'empereur doutait, car ces cris n'étaient plus des célébrations, c'étaient des soupirs collectifs, des exorcismes, des cris de désespoir masqués par le vacarme. Et si l'on tendait l'oreille, au-delà du rugissement du public, on aurait entendu le vrai son du Colisée, celui d'un empire en train de s'effondrer sur lui-même. Lentement, majestueusement, comme une bête blessée qui rugit encore pour qu'on ne voit pas sa plaie béante. Il existe une coupure, une ligne de fracture que les historiens mentionnent à peine, mais qui marque la fin d'une ère, l'an 404 après G-Socée, sous le règne d'Honorius. Ce jour-là, un moine, Télémachius, traverse les gradins du Colisée, descend dans l'arène et tente, au nom de sa foi, d'arrêter le combat. La foule ne comprend pas. Elle le hait, elle le lapide. Il meurt là, dans le sable encore tiède du sang des gladiateurs. Et pourtant, cette mort n'est pas vaine. Elle déclenche un sursaut. Les combats sont interdits. Le Colisée se tait. Officiellement, c'est la fin. Mais une fin trop nette, trop rapide pour être totale. Car dans l'ombre des siècles suivants, des signes apparaissent. Des lettres oubliées, des rapports de gouverneurs,
des mosaïques retrouvées sous les cendres d'un temple chrétien, tous convergent vers une vérité que personne n'ose affirmer clairement. Les jeux n'ont pas disparu. Ils ont changé de visage. Certains témoignages du VIe siècle font état de spectacles martiaux dans les provinces orientales, loin de l'autorité directe de Rome. En Afrique du Nord, des arènes réaménagées auraient servi à des joutes secrètes, déguisées en cérémonies religieuses. Mais le plus troublant reste ce manuscrit de Ravenne, connu sous le nom de Liber Sanguinis. Écrit en latin tardif, mêlé de symboles solaires, il évoque un ordre du sable rouge, une confrérie dont les membres se disaient les héritiers spirituels des plus grands gladiateurs. Ils ne combattaient plus pour le plaisir de la foule, mais pour entretenir le feu sacré du combat, qu'ils considéraient comme une forme de prière. Un rite, une communion avec les forces anciennes. D'après le texte, leur cérémonie avait lieu les nuits de pleine lune, dans des ruines abandonnées, éclairées à la torche. Les duels étaient silencieux, codifiés, parfois mortels. Et au centre de leur culte, une idole étrange, un homme sans visage, tenant dans une main un glaive romain, dans l'autre une branche d'olivier calcinée. Mythe ou réalité? L'Église, elle, a tout fait pour effacer ces traces. Certains passages du Liber Sanguinis ont été arrachés, brûlés, réécrits. Mais ce qui reste suffit à troubler. Pourquoi, des siècles après l'interdiction, retrouve-t-on des fresques représentant des duels rituels? Pourquoi certaines familles nobles affirment encore, en privé, descendre de lignées initiées au combat sacré? Il se pourrait que les jeux n'aient jamais vraiment cessé, qu'ils aient simplement quitté le marbre impérial pour s'enraciner dans les catacombes, les souterrains, les marges. Car Rome, même lorsqu'elle est morte politiquement, ne meurt jamais totalement. Elle survit dans les ombres, dans les gestes, dans les souvenirs tordus. Et peut-être qu'au fond, la vraie question n'est pas si les jeux ont continué, mais où ils continuent encore. Le Colisée n'était pas une arène de divertissement. C'était un champ de bataille, symbolique, où chaque coup reflétait les peurs, les tensions et les désirs d'un empire entier. En applaudissant la mort, les Romains ne célébraient pas la barbarie. Ils tentaient d'exorciser la leur. Et peut-être qu'au fond, ce que Rome aimait vraiment, ce n'était pas la victoire, mais la souffrance bien orchestrée. Car un empire qui a bâti sa grandeur sur le sang ne peut survivre que dans le bruit des cris.